J'ai une question pour toi. Une question simple, mais je te préviens, la réponse risque de te déranger. Quelle est la chose que tu veux le plus en ce moment? Celle qui occupe tes pensées le matin avant même que tes yeux s'ouvrent, celle qui te suit dans la journée comme une ombre, celle pour laquelle tu te bats, tu calcules, tu planifies, tu t'épuises. Tu l'as? Maintenant, dis-moi, depuis combien de temps tu la poursuis? Des mois? Des années? Et surtout, est-ce qu'elle se rapproche ou est-ce qu'elle recule à chaque pas que tu fais vers elle? Parce que si tu es honnête, vraiment honnête, tu sais déjà la réponse. Les choses que tu veux le plus sont exactement celles qui te fuient le plus. Et plus tu forces, plus elles s'éloignent. Pas par malchance, pas parce que tu ne mérites pas, par une loi aussi ancienne que l'univers lui-même, une loi que presque personne ne comprend et que ceux qui la comprennent ont du mal à accepter. Ce soir, on va explorer cette loi ensemble. Et ce que tu vas découvrir va peut-être changer ta façon de te battre. Ou plutôt, ta façon d'arrêter de te battre. Mais je te préviens, ce n'est pas confortable. Parce que cette loi implique que la plupart de ce que tu fais pour améliorer ta vie est exactement ce qui l'empêche de changer. Commençons par quelque chose que tu connais dans ton corps. Tu es dans ton lit. Il est tard. Demain est un jour important. Un entretien, un rendez-vous, une journée qui demande que tu sois en forme. Tu le sais. Ton corps le sait. Alors tu fermes les yeux et tu te dis « Il faut que je dorme. Maintenant. » Et c'est exactement à ce moment-là que le sommeil te quitte. Plus tu essaies de dormir, plus tu es éveillé. Plus tu te concentres sur le fait de t'endormir, plus ton esprit s'agite. Tu te tournes, tu retournes, tu regardes l'heure, et chaque minute qui passe augmente la pression, et chaque augmentation de pression t'éloigne un peu plus du sommeil. Tu es pris dans une boucle où l'effort produit exactement le contraire de ce qu'il cherche. Et tu sais ce qui se passe le soir où tu ne te soucies de rien, où tu te poses sans attente, sans pression, sans objectif. Tu t'endors en 3 minutes, sans effort, sans y penser, comme si le sommeil t'attendait depuis le début et que la seule chose qui le bloquait, c'était toi en train d'essayer. C'est un principe, pas une anecdote. Un principe qui s'applique à ta vie entière et que tu vis chaque jour sans le voir. Isaac Newton l'a formulé il y a plus de 3 siècles dans sa 3e loi du mouvement. À toute action, il existe une réaction égale et opposée. En physique, c'est une évidence. Tu pousses un mur, le mur te pousse en retour avec la même force. Tu frappes une table du poing, ta main absorbe le même choc que la table. Mais personne ne t'a dit que cette loi s'applique aussi à ta vie intérieure. Quand tu forces une relation, quand tu envoies trop de messages, quand tu cherches trop à plaire, quand tu t'accroches à quelqu'un qui s'éloigne, tu crées une pression. Et cette pression génère une résistance égale et opposée. Plus tu pousses, plus l'autre recule. Non pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce que ta force crée la force contraire. C'est mécanique, c'est impersonnel, c'est une loi. Quand tu forces ta créativité, quand tu t'assois devant une page blanche en te disant « il faut que je trouve une idée maintenant », tu crées exactement les conditions pour que l'idée ne vienne pas. Et elle viendra plus tard, sous la douche, en marchant, en ne pensant à rien, au moment précis où tu auras cessé de forcer. Quand tu forces le bonheur, quand tu te répètes que tu devrais être heureux, que tu as tout pour l'être, que les gens dans ta situation sont heureux, tu crées un conflit intérieur qui te rend encore plus malheureux. Parce que le bonheur ne supporte pas la contrainte. Il ne répond pas aux ordres. Il apparaît quand tu cesses de le convoquer. Alan Watts, un philosophe britannique qui a passé sa vie à essayer de traduire la sagesse orientale pour le monde occidental, avait un nom pour ça. Il appelait ça la loi de l'effort inversé, the backwards law.
Son idée était d'une simplicité brutale. Il disait « Plus tu cherches à te sentir mieux, plus tu nourris la conviction que quelque chose ne va pas en toi. Plus tu cours après la confiance en toi, plus tu confirmes à ton être profond que tu ne la possèdes pas. Plus tu essaies de ne pas avoir peur, plus tu deviens conscient de ta peur. L'effort lui-même contient la négation de ce que tu cherches. C'est comme essayer de lisser la surface de l'eau avec un fer à repasser. Chaque geste que tu fais pour aplanir les vagues en crée de nouvelles. Et plus tu t'acharnes, plus la surface s'agite, jusqu'à ce que tu réalises que la seule façon d'obtenir une surface lisse, c'est de retirer le fer et de ne rien faire. Laisser l'eau retrouver son calme par elle-même. Watts disait aussi quelque chose de plus dérangeant. Il disait que notre obsession du contrôle est elle-même le problème fondamental. Que la plupart des gens vivent leur vie en essayant de contrôler des choses qui ne peuvent pas être contrôlées. Leurs émotions, les réactions des autres, le futur, la mort. Et que cette tentative permanente de contrôle est précisément ce qui crée l'anxiété, la frustration, le sentiment que la vie nous échappe. Tu le vis, non? Tu essaies de contrôler l'impression que tu fais. Tu essaies de contrôler ce que les gens pensent de toi. Tu essaies de contrôler la direction de ta carrière, de tes relations, de ta santé. Et plus tu serres, plus ça glisse entre tes doigts. Comme essayer de tenir de l'eau dans un point fermé. Plus tu serres, plus elle s'échappe. Ouvre la main et l'eau reste. Et toi, en ce moment, qu'est-ce que tu serres trop fort? Pense à ta dernière dispute. Pas une dispute sur un sujet précis, une de ces disputes qui tournent en rond, où tu essaies de convaincre l'autre, où tu alignes tes arguments comme des soldats, et où plus tu insistes, plus l'autre se braque. Tu as déjà remarqué ça? Que plus tu essaies de prouver que tu as raison, plus l'autre se ferme? Que plus tu pousses ton point de vue, plus il s'accroche au sien? C'est le pendule. Ta force crée sa résistance. Ton insistance nourrit son entêtement. Et au bout de 2 heures de conversation, personne n'a bougé d'un centimètre, sauf que vous êtes tous les deux épuisés et un peu plus éloignés qu'avant. Et le plus étrange, souvent quand tu lâches, quand tu dis simplement « peut-être que tu as raison, je ne sais pas », pas comme une stratégie, pas pour manipuler, mais sincèrement, c'est à ce moment-là que l'autre commence à douter de sa propre position. Parce que tu as retiré la force contre laquelle il poussait, et sans cette force, sa résistance n'a plus de raison d'être. C'est mécanique, c'est humain, c'est le pendule. Aldous Huxley, celui qui a écrit Le meilleur des mondes, un homme qui a passé les dernières décennies de sa vie à explorer les frontières de la conscience humaine, a formulé ce même principe des années avant Watts. Il écrivait que plus nous essayons volontairement de faire quelque chose, moins nous y parvenons. Que la volonté consciente, cette chose que notre culture glorifie comme la réponse à tout, est en réalité un outil très limité, formidable pour les actions simples et mécaniques, mais catastrophique pour tout ce qui touche à l'être profond. Tu ne peux pas te forcer à aimer. Tu ne peux pas te forcer à être en paix. Tu ne peux pas te forcer à créer. Tu ne peux pas te forcer à guérir. Tu peux créer les conditions. Tu peux préparer le sol. Mais la graine pousse à son rythme et si tu tires dessus pour qu'elle aille plus vite, tu l'arraches. Et c'est la grande illusion de notre époque. Cette idée que plus d'efforts égale plus de résultats. Que si ça ne marche pas, c'est que tu n'essaies pas assez fort. Que si tu souffres, c'est que tu n'as pas trouvé la bonne méthode. Et tu achètes un autre livre, tu suis un autre programme, tu t'imposes une autre discipline, et chaque couche d'effort supplémentaire t'éloigne un peu plus de ce que tu cherchais, parce que le problème n'a jamais été le manque d'effort. L'effort lui-même est le mur. Il y a un homme que j'ai connu, il s'appelait Lucien. Il avait 38 ans quand sa vie s'est retournée comme un gant. Lucien était le genre d'homme qui fonçait, pas par passion, par terreur. Terreur du vide, terreur de l'immobilité,
terreur de ce qui se passe quand tu arrêtes de courir et que le silence se pose. Alors il courait. Il courait dans sa carrière, chef de projet, objectif trimestriel, présentation PowerPoint, le vocabulaire de la performance comme une armure qu'il enfilait chaque matin. Il courait dans sa relation, avec Diane depuis 6 ans, une relation qu'il maintenait à bout de bras comme un homme qui pompe l'eau d'un bateau qui coule, en se disant que tant qu'il pompe, le bateau ne sombre pas. Et il courait dans son corps. Salle de sport 5 fois par semaine, régime, complément, tracking, optimisation. Parce que le corps, au moins, ça se contrôle. Ça obéit aux chiffres. Tu soulèves plus lourd, tu deviens plus fort. Simple, mécanique, rassurant. Et puis un mardi de mars, il m'en a parlé avec cette précision que les gens ont quand un jour leur a tout pris, un mardi de mars, 3 choses sont arrivées dans la même semaine. Diane est partie. Pas une dispute, pas un drame. Elle a posé ses clés sur la table de la cuisine et elle a dit « Je suis épuisée, Lucien. Pas de toi, de nous. De cette façon qu'on a de s'accrocher à quelque chose qui ne tient plus debout. » Son patron l'a convoqué le jeudi. Réduction d'effectifs. Lucien faisait partie du lot. Pas à cause de ses performances étaient excellentes. Parce qu'il coûtait cher et que le marché avait changé. Et le samedi, en soulevant une barre au développé couché, celle qu'il soulevait depuis des mois, sa barre, sa routine, sa certitude, quelque chose a lâché dans son épaule. Une déchirure nette. Il a su immédiatement que c'était grave. En 5 jours, Lucien a perdu les 3 piliers sur lesquels il avait construit toute sa vie. La relation qu'il maintenait à la force du poignet, le travail qu'il tenait par la performance, le corps qu'il contrôlait par la discipline. Tout ce qu'il avait forcé s'est effondré en même temps, comme si la vie avait attendu le bon moment pour lui montrer ce que le pendule fait quand on le pousse trop loin dans une direction. Il revient. Et il revient avec une force proportionnelle à celle que tu as mise pour le pousser. Et quand Lucien m'a raconté ça, des mois plus tard, il m'a dit une chose que je n'ai jamais oubliée. Il m'a dit « Le plus fou, c'est que je voyais les signes. Je les voyais tous. » Diane qui s'éloignait un peu plus chaque mois, qui dormait de plus en plus loin dans le lit, qui répondait de plus en plus court aux messages, dont le sourire ressemblait de plus en plus à un effort et de moins en moins à une joie. Mon corps qui criait, les insomnies, les douleurs dans le cou, cette fatigue du matin qui ne partait jamais vraiment, comme un brouillard permanent derrière les yeux. Le travail qui ne me nourrissait plus, chaque lundi matin un peu plus lourd que le précédent, chaque réunion un peu plus vide, chaque objectif atteint remplacé immédiatement par le suivant sans un instant de satisfaction entre les deux. Mais je me disais, si je pousse plus fort, ça va tenir. Si je donne plus, ça va revenir. Comme si forcer était la seule réponse que je connaissais. Comme si la vie était un bras de fer et que relâcher la pression, même une seconde, c'était perdre. Alors pose-toi une question. Pas pour Lucien, pour toi. Est-ce que forcer est la seule réponse que tu connais? Schopenhauer, un homme que personne n'inviterait à dîner, mais dont la lucidité est chirurgicale, a décrit la vie humaine comme un pendule qui oscille entre la souffrance et l'ennui. Quand tu n'as pas ce que tu veux, tu souffres du manque. Quand tu obtiens ce que tu veux, la satisfaction dure un instant, et puis l'ennui s'installe, et avec lui un nouveau désir, et avec ce désir, une nouvelle souffrance. Le pendule ne s'arrête jamais. C'est déprimant à première vue. Mais regarde plus profondément. Ce que Schopenhauer décrit ressemble à une malédiction. Mais c'est un mécanisme. Et quand tu comprends le mécanisme, tu peux cesser d'en être la victime. Le pendule oscille parce que tu le pousses. Chaque désir est une poussée. Chaque « il me faut ça pour être bien » est un élan qui lance le pendule dans une direction et qui garantit qu'il reviendra dans l'autre. Tu obtiens la promotion, bonheur éphémère, puis le vide revient. Tu trouves la relation, extase des débuts, puis l'habitude s'installe. Tu atteins l'objectif, fierté momentanée,
Puis un nouvel objectif apparaît, plus loin, plus exigeant. Et la plupart des gens passent leur vie à courir après le pendule, essayant de le maintenir du côté du plaisir, de la satisfaction, du bonheur, sans comprendre que c'est précisément cette course qui garantit le retour vers l'autre côté. Mais il y a un endroit que Schopenhauer n'a pas vu, ou qu'il a refusé de voir parce que ça ne collait pas avec sa vision du monde. Il y a un point, au centre exact du mouvement du pendule, où il ne bouge pas. Un point d'immobilité parfaite, là où la poussée n'a pas encore commencé, là où le retour n'a pas encore eu lieu. Ce point, ce n'est pas le bonheur, ce n'est pas la souffrance, c'est quelque chose d'autre, quelque chose que notre langue n'a pas vraiment de mots pour décrire. Une sorte de présence immobile, un endroit où tu n'es ni en train de poursuivre, ni en train de fuir, où tu es simplement là. Et c'est depuis cet endroit-là, et uniquement depuis cet endroit-là, que les choses commencent à venir vers toi, au lieu de te fuir. Carl Jung a exploré ce même territoire par un autre chemin. Il a observé un phénomène qu'il a appelé énantiodromie, un mot grec qui signifie littéralement « courir en sens contraire ». Le principe est simple et terrifiant. Tout ce que tu pousses à l'extrême finit par se transformer en son contraire. L'homme qui cherche le contrôle absolu finit par tout perdre. Celui qui poursuit le pouvoir à tout prix devient esclave de ce pouvoir. Celui qui exige la perfection crée le chaos. Celui qui fuit la solitude à tout prix se retrouve plus seul que jamais, entouré de gens qui ne le connaissent pas vraiment parce qu'il ne s'est jamais montré tel qu'il est. Jung avait vu ça dans ses patients des centaines de fois. L'homme d'affaires ultra-rationnel qui fait une crise mystique à 50 ans. La femme dévouée aux autres qui explose de rage un matin sans raison apparente. L'ascète qui bascule dans l'excès. Le rebelle qui devient conformiste. Chaque fois, le même mécanisme, une force poussée si loin dans une direction qu'elle bascule dans l'autre, comme un pendule qui a atteint le bout de sa course. Et Jung ne voyait pas ça comme une pathologie, il voyait ça comme une loi de la psyché. L'âme humaine cherche l'équilibre, et quand tu refuses cet équilibre en forçant dans une seule direction, elle te ramène à l'autre extrême. Pas par punition, par nécessité. Tu l'as vécu, peut-être pas à cette échelle, mais tu l'as vécu. Cette période où tu étais tellement concentré sur ta carrière que ta vie personnelle s'est effondrée. Ce moment où tu as tellement voulu être fort que tu as craqué d'un coup, sans prévenir, dans un parking ou sous une douche, en réalisant que tu ne pouvais plus porter le masque une seconde de plus. Ou cette relation où tu as tellement donné, tellement de toi, tellement de ton temps, tellement de ton énergie, que tu t'es retrouvé complètement vide, avec rien pour toi, en te demandant où tu étais passé dans tout ça. L'énantiodromie, le pendule qui revient. La loi qui dit « si tu pousses trop loin, la vie te ramènera », de gré ou de force. Et tu sais ce qui rend ce mécanisme si vicieux? C'est que notre culture entière est construite sur l'idée inverse. On te dit « pousse plus fort, lève-toi plus tôt, travaille plus, optimise, performe, sois la meilleure version de toi-même », comme si la version actuelle était défectueuse, comme si tu étais un brouillon qui attend d'être corrigé. Les livres de développement personnel te disent de te fixer des objectifs. Les applications te disent de traquer tes habitudes. Les coachs te disent de sortir de ta zone de confort, tous les jours, sans exception, comme si le confort était l'ennemi. Et tu obéis, tu pousses, tu forces. Et quand ça ne marche pas, tu te dis que c'est parce que tu n'as pas poussé assez fort. Mais personne ne te demande « et si tu poussais dans la mauvaise direction ?» Et si l'effort que tu fais pour changer était précisément ce qui t'empêche de changer? Et si la meilleure version de toi n'était pas celle que tu construis à la sueur de ton front, mais celle qui émerge quand tu arrêtes de construire? C'est une question dangereuse. Dangereuse parce qu'elle remet en cause tout ce sur quoi tu as bâti ta vie jusqu'ici. Et je ne te demande pas d'y répondre maintenant.
Je te demande juste de la laisser exister en toi pendant quelques minutes. Si tu es encore là, c'est que quelque chose dans ces mots te parle. Si c'est le cas, un abonnement ou un partage, ça m'aide à continuer ce travail. Merci d'être là. On continue. Parce que comprendre le mécanisme ne suffit pas, il faut savoir quoi en faire. Héraclite, un philosophe qui vivait il y a 25 siècles et dont il ne reste que des fragments, des phrases arrachées au temps comme des éclats d'un miroir brisé, Héraclite disait une chose qui contient peut-être la clé de tout ce qu'on explore ce soir. Il disait « L'harmonie invisible est plus forte que l'harmonie visible ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vraie harmonie n'est pas l'absence de tension. C'est la tension elle-même, tenue en équilibre. L'arc ne fonctionne que parce que la corde tire dans un sens et le bois résiste dans l'autre. Si tu enlèves la tension, l'arc est un bâton. Si tu forces trop la corde, l'arc se brise. La vie fonctionne de la même façon. Tu n'es pas censé éliminer la tension. Tu n'es pas censé atteindre un état où tout est calme, résolu, contrôlé. Tu es censé tenir la tension entre ce que tu veux et ce qui est, entre l'action et le repos, entre le mouvement et l'immobilité. Mais la plupart des gens se trompent ici. Ils pensent que le but, c'est de résoudre la tension, de choisir un côté et de s'y installer. Soit je fonce, soit j'abandonne. Soit je contrôle tout, soit je ne contrôle rien. Soit je me bats, soit je m'effondre. Mais la vraie force, celle qui tient dans le temps, celle qui ne se brise pas, c'est la capacité de rester au centre, de tenir les deux côtés en même temps sans choisir, d'agir sans forcer, de vouloir sans s'accrocher, de marcher vers quelque chose sans courir après. Je sais ce que tu te dis. C'est beau en théorie, mais comment on fait? Je vais te donner un exemple concret. Tu le vis probablement en ce moment. Pense à une conversation difficile que tu repousses. Tu sais que tu dois la avoir. Tu le sais depuis des semaines, peut-être des mois. Et tu oscilles entre l'envie de foncer et la peur de ce qui va se passer. Certains jours, tu te dis « demain, je lui parle ». D'autres jours, tu te dis « laisse tomber, ça va passer tout seul ». Le pendule oscille entre l'action et l'évitement. Et toi, tu restes bloqué entre les deux, épuisé par l'oscillation elle-même, parce que ni l'un ni l'autre ne te donne la paix. La réponse n'est ni foncer, ni éviter. La réponse, c'est te poser au centre. Reconnaître que oui, cette conversation doit avoir lieu. Reconnaître que oui, elle te fait peur. Et au lieu de forcer le moment, d'envoyer le message rageur à 2 heures du matin, de provoquer la scène au pire moment, attendre le moment où tu peux parler depuis le calme et non depuis la peur. Pas attendre passivement, comme quelqu'un qui espère que le problème disparaîtra. Attendre activement, comme un archer qui ajuste sa visée avant de lâcher la flèche. Il y a une différence immense entre ne pas agir par peur et ne pas agir par intelligence. L'un te paralyse, l'autre te prépare. Lucien a mis des mois à comprendre ça. Après l'effondrement de sa semaine noire, il a fait ce que font la plupart des gens. Il a essayé de reconstruire, immédiatement, frénétiquement. Il s'est inscrit sur des applications de rencontres 15 jours après le départ de Diane. Il a envoyé 40 CV en 2 semaines. Il a repris la musculation avec l'épaule à peine guérie. Et tout a échoué. Aucune rencontre ne menait nulle part, parce qu'il ne cherchait pas quelqu'un, il cherchait à combler un trou. Aucune candidature n'aboutissait parce que les recruteurs sentaient cette énergie de naufragé qui s'accroche à la première bouée. Et son épaule a relâché, parce qu'il n'avait pas laissé au corps le temps de faire ce que le corps sait faire quand on ne le force pas. Guérir. Et puis un soir, et c'est comme ça que ça arrive, toujours un soir, toujours dans un moment où tu ne t'y attends pas, Lucien a arrêté. Pas décidé d'arrêter, arrêté, comme un moteur qui cale. Il était assis dans son appartement vide, pas de musique, pas d'écran, pas de plan, et pour la première fois en 38 ans de vie, il n'avait rien à faire
et nulle part où courir. Et au lieu de la panique qui l'attendait, il a senti autre chose. Quelque chose qu'il ne savait pas nommer sur le moment, mais qu'il a appelé plus tard, quand il m'en a parlé, du soulagement. Comme si une machine qui tournait depuis toujours à l'intérieur de lui venait enfin de s'éteindre. Et dans le silence de cette machine arrêtée, il a entendu quelque chose qu'il n'avait jamais entendu. Sa propre respiration, sa propre présence. Le bruit de quelqu'un qui est enfin là où il est, sans essayer d'être ailleurs. C'est banal, c'est presque risible à quel point c'est banal. Un homme assis dans un appartement qui respire. Mais pour Lucien, c'était la première fois. La première fois qu'il n'était pas en train de courir vers quelque chose ou de fuir quelque chose. La première fois qu'il se trouvait au centre exact du pendule. Et c'est à partir de ce moment-là, pas avant, pas quand il forçait, pas quand il envoyait des CV et des messages et des plans de reconstruction. C'est à partir du moment où il a cessé de forcer que les choses ont commencé à bouger. Pas vite, pas de manière spectaculaire, mais de manière réelle. Un ancien collègue l'a appelé pour un projet qui lui ressemblait. Pas un emploi qu'il avait cherché, un emploi qu'il avait trouvé. Il a rencontré quelqu'un, des mois plus tard, dans un contexte où il ne cherchait rien, et c'est justement parce qu'il ne cherchait rien que cette personne a pu le voir tel qu'il était, sans le masque du séducteur désespéré, sans l'armure de celui qui essaie de plaire. Et son épaule a guéri, lentement, à son rythme, parce qu'il avait enfin accepté de ne pas la forcer. Je ne te raconte pas ça pour te dire que tout s'arrange quand tu lâches prise, ce serait un mensonge. Parfois tu lâches et rien ne vient. Parfois le vide reste vide longtemps. Ce que je te dis, c'est que rien ne peut venir tant que tu serres. Lâcher ne garantit pas que ça arrive, mais serrer garantit que ça n'arrivera pas. Il y a un exercice que Viktor Frankl, le psychiatre qui a survécu au camp de concentration et qui a passé sa vie à comprendre ce qui donne un sens à l'existence, il y a un exercice que Frankl utilisait avec ses patients et qui illustre parfaitement ce qu'on explore ce soir. Il l'appelait l'intention paradoxale. Le principe est simple. Si tu as peur de ne pas dormir, au lieu de te forcer à dormir, essaie de rester éveillé, délibérément. Dis-toi, je vais rester éveillé le plus longtemps possible. Et observe ce qui se passe. Tu t'endors. Si tu as peur de rougir en public, au lieu de lutter contre le rougissement, essaie de rougir le plus possible. Dis-toi, je vais devenir écarlate. Et observe ce qui se passe. Le rougissement s'arrête. C'est contre-intuitif à un niveau presque absurde, mais ça fonctionne. Pas comme un tour de magie, mais parce que tu retires la force qui alimentait le pendule. Tu cesses de pousser dans une direction et le mouvement s'arrête. Le paradoxe disparaît quand tu arrêtes de le combattre. Frankl avait compris ça dans les circonstances les plus extrêmes qu'un être humain puisse traverser. Dans les camps, il avait observé que les prisonniers qui s'accrochaient le plus désespérément à l'espoir, ceux qui se disaient « on sera libéré pour Noël, on sera libéré pour Pâques », étaient souvent ceux qui s'effondraient le plus vite quand la date passait sans que rien ne change. Leur espoir n'était pas un soutien, c'était une forme de forcing. Ils forçaient une réalité sur la situation, et quand la situation refusait de se plier, c'est eux qui se pliaient. Ceux qui tenaient le plus longtemps étaient ceux qui avaient cessé de forcer un résultat sur l'avenir, qui vivaient un jour à la fois, sans agenda, sans compte à rebours, sans cette tension permanente du « quand est-ce que ça finit ?» Pas par résignation, par présence. Ils étaient là où ils étaient, pleinement, même si là était l'enfer. Et cette présence, cette absence de forcing sur le futur, leur donnait une force que l'espoir forcé ne pouvait pas fournir. Si cette loi fonctionnait dans un camp de concentration, elle fonctionne dans ta vie. Et maintenant, élargis le principe à ta vie. Cette relation que tu essaies de sauver, qu'est-ce qui se passerait si tu arrêtais d'essayer? Non pas si tu partais, non pas si tu abandonnais, mais si tu cessais de forcer.
Si tu laissais l'espace exister entre vous deux sans essayer de le combler à chaque seconde. Si tu acceptais que cette personne puisse s'éloigner, vraiment, pas comme une stratégie, mais comme une acceptation authentique. Soit elle revient, librement, par choix, pas par culpabilité ni par pression. Et alors ce retour vaut quelque chose. Soit elle ne revient pas, et tu sais que ce que tu maintenais par la force n'était pas ce que tu croyais. Dans les deux cas, tu as ta réponse. Une réponse que des mois de forcing ne t'auraient jamais donnée. Je sais que c'est terrifiant. Je sais que lâcher quand tout en toi hurle de serrer est probablement la chose la plus difficile qu'on puisse demander à un être humain. On est câblé pour s'accrocher. L'évolution nous a programmés pour tenir, pour résister, pour ne pas lâcher. Parce que dans la savane, lâcher signifiait mourir. Mais tu n'es plus dans la savane. Et la plupart des choses auxquelles tu t'accroches ne mettent pas ta vie en danger. Elles mettent en danger l'image que tu as de toi-même, l'histoire que tu te racontes, le plan que tu avais construit dans ta tête sur comment les choses devaient se passer. Et cette image, cette histoire, ce plan, ce ne sont pas toi. Ce sont des constructions. Et les constructions, on peut les lâcher sans mourir. On meurt de ne pas lâcher, on ne meurt pas de lâcher. Tu sais à quoi ressemble quelqu'un qui a compris ça? Pas quelqu'un qui a lu des livres dessus, quelqu'un qui le vit. Il y a une qualité que tu captes immédiatement chez certaines personnes. Tu ne saurais pas la nommer, mais tu la reconnais. Une forme de calme qui n'a rien à voir avec la passivité. Ces gens-là ne sont pas mous, pas détachés, pas indifférents. Ils sont présents. Mais ils ne poussent pas. Ils n'essaient pas de te convaincre, pas de t'impressionner, pas de contrôler l'issue de la conversation. Ils sont juste là. Et paradoxalement, c'est eux qui ont le plus d'impact. Tu les as croisés. Un ami qui n'a rien dit pendant ta crise, mais dont la présence silencieuse t'a fait plus de bien que tous les conseils du monde. Un collègue qui ne se bat jamais pour avoir raison et qui, étrangement, finit toujours par influencer les décisions. Un inconnu dans un bar un soir, avec qui tu as parlé 1 heure et qui ne t'a rien dit de spécial, mais en partant, tu te sentais plus léger. Ces gens-là vivent au centre du pendule. Ils ne poussent pas vers le plaisir et ne fuient pas la douleur. Ils laissent le mouvement exister sans s'y accrocher. Et c'est cette qualité, cette absence de force, cette présence sans agenda qui attire les autres vers eux comme un aimant. Tu ne deviens pas cette personne en essayant de la devenir. Tu le deviens en cessant d'essayer d'être autre chose. Héraclite encore. On ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Tout change, tout coule, tout passe. Et toi, au milieu du fleuve, tu essaies d'attraper l'eau avec les mains, de la garder, de figer ce moment, cette relation, cette version de toi-même. Et l'eau coule entre tes doigts. Elle coule toujours entre tes doigts. Pas parce que tu n'es pas assez fort, parce que c'est la nature de l'eau. Et peut-être que la sagesse n'est pas d'attraper l'eau. Peut-être que la sagesse, c'est de nager. J'aimerais que tu fasses quelque chose. Pas demain, ce soir. Identifie une chose dans ta vie que tu forces. Une seule. Tu sais laquelle c'est. Elle est venue à ton esprit plusieurs fois pendant que tu écoutais. Cette chose que tu pousses, que tu tires, que tu maintiens à bout de bras en te disant que si tu lâches, tout s'effondre. Et pendant 7 jours, cesse de la forcer. Pas de l'abandonner, pas de t'en désintéresser. Cesse de la forcer. Arrête d'envoyer le message supplémentaire, arrête de vérifier, arrête de planifier le prochain mouvement, arrête de pousser. Laisse le pendule revenir au centre. Laisse-le s'immobiliser. Et observe ce qui se passe quand la force disparaît. Peut-être que rien ne changera, c'est possible. Et si rien ne change, tu sauras au moins que ce n'était pas ton effort qui maintenait les choses en place. C'était autre chose. Quelque chose qui ne dépendait pas de toi. Mais peut-être, et c'est ce que je crois, ce que j'ai vu, ce que Lucien a vécu et ce que la loi du pendule dit depuis la nuit des temps,
Peut-être que quelque chose va bouger. Pas parce que tu as fait quelque chose, mais parce que tu as enfin arrêté de faire. Le pendule de Schopenhauer oscille entre la souffrance et l'ennui. L'énantiodromie de Jung dit que tout extrême bascule en son contraire. La troisième loi de Newton dit que toute force crée une force opposée. Watts dit que l'effort de se sentir bien nourrit le mal-être. Frankl dit que combattre le symptôme le renforce. Tous, par des chemins différents, séparés par des siècles et des disciplines, arrivent au même point. Arrête de pousser. Pas parce que c'est facile, parce que pousser ne marche pas. Ça n'a jamais marché. Et au fond de toi, dans cet endroit que tu n'écoutes pas assez souvent, tu le sais. Je te laisse avec une dernière image. Un homme debout dans un courant. L'eau lui arrive à la taille. Le courant est fort. Et l'homme a deux options. Il peut se battre contre le courant, planter ses pieds, bander ses muscles, résister de toute sa force, et il tiendra un moment. Mais le courant ne se fatigue pas. Et tôt ou tard, l'homme s'épuise et le courant l'emporte. Ou il peut faire autre chose. Il peut lever les pieds du sol, cesser de résister et se laisser porter. Pas vers où il voulait aller, vers où le courant va. Et découvrir que là où le courant va est peut-être exactement là où il avait besoin d'être, un endroit qu'il n'aurait jamais trouvé en se battant. La question n'est pas « est-ce que tu es assez fort pour résister au courant ?» La question c'est « est-ce que tu es assez courageux pour le lâcher ?» Tu sais, Lucien m'a dit un dernier mot avant qu'on se quitte ce soir-là. Il m'a dit « Pendant 38 ans, j'ai cru que la force c'était de pousser, que les gens forts étaient ceux qui ne lâchaient rien, ceux qui tenaient bon quoi qu'il arrive, ceux qui serraient les dents et qui avançaient. Et puis j'ai compris que la plus grande force que j'ai jamais eue dans ma vie, c'est le soir où je me suis assis par terre dans mon appartement vide et où j'ai dit « D'accord, d'accord, je ne sais plus. D'accord, je ne contrôle plus. D'accord. » Ce « d'accord », pas un d'accord de résignation, pas un d'accord de défaite, un d'accord de reddition au réel. Un d'accord qui dit « je cesse de me battre contre ce qui est ». Ce d'accord a été le début de tout. Peut-être que le tien t'attend ce soir.